Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Patrice Martin-Lalande du groupe UMP pour 5 minutes. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, nous sommes probablement très nombreux sur tous les bancs de cette Assemblée à partager le constat qu'il faut faire évoluer un certain nombre de règles législatives concernant les gens du voyage. Mais nous sommes nombreux aussi, j'imagine, au moins en proportion, à considérer que ces questions sensibles méritent mieux qu'une simple abrogation et qu'elles exigent de s'appuyer pour améliorer la loi existante sur les conclusions prochaines de la mission d'information créée à ce sujet par notre commission des lois, dont Didier Quentin a rappelé le travail important. Je note simplement que souvent, nos collègues communistes socialistes demandent qu'on renvoie en commission pour travailler plus, et qu'une commission travaille, une mission d'information, ils souhaitent ne pas attendre les résultats de cette mission d'information. Dans les 5 minutes qui me sont accordées, je vais essayer d'aller à l'essentiel, dresser un inventaire rapide des principaux problèmes, me semble-t-il, que nous continuons de rencontrer en matière d'accueil et de conditions de vie des gens du voyage, comme j'ai pu m'en rendre compte à nouveau cet été dans ma circonscription à Saint-Aignan-sur-Cher, à Thésée et à Coudes, où les 2 mairies ont été incendiées. Premièrement, la question des aires d'accueil. À la fin 2009, les 2 tiers des places prévues par les schémas ont été financés. Il reste à réaliser donc 1 tiers des places d'aires d'accueil, mais aussi les 2 tiers des aires de grand passage. Pour aller plus loin, il faudrait rendre moins fortes les pressions locales, qu'il faut bien dire existent, et mieux répartir les coûts de l'équipement. Pour cela, il me semble qu'il faut rendre obligatoire l'exercice par les communautés de communes de la compétence en matière de politique d'accueil et d'habitat des gens du voyage. Il faut aussi résoudre le problème du financement par l'État, puisque le délai de 2004, qui avait été fixé par la loi de juillet 2000, la loi Besson, avait heureusement été repoussé à 2007, puis finalement expiré au 31 décembre 2008. Il n'empêche que tout n'a pas été réalisé. L'État n'a donc plus à financer les 50% des aires d'accueil et les 100% des aires de grand passage. Une nouvelle aide de l'État me semble nécessaire, Monsieur le Ministre. La mise en place des aires d'accueil conditionne en effet, nous le savons tous, largement la décision du juge en cas d'occupation illégale. Enfin, il existe un problème spécifique aux zones urbaines denses où la pression foncière complique la recherche d'un terrain. Là aussi, l'intercommunalité est probablement la meilleure solution. Deuxième question qui me semble se poser, la question de la sédentarisation réussie. Partielle ou totale, la sédentarisation des gens du voyage se réalise trop souvent en marge de la loi, certes sur des terrains dont ils sont devenus propriétaires, mais en construisant souvent, j'ai pu le constater dans ma circonscription, sans respecter la règle imposée aux autres propriétaires sur des terrains similaires. Une intégration réussie ne passe-t-elle pas dans l'aménagement de terrains familiaux gérés au niveau intercommunal? Troisièmement, le constat d'une scolarisation très insuffisante des enfants de la communauté des gens du voyage. Le respect de l'obligation de scolarisation est pourtant essentiel pour assurer une éducation donnant à ces enfants les mêmes chances d'intégration dans notre société que tous les autres élèves. Quatrièmement, la question du livret ou du carnet de circulation. Oui, c'est une question très sensible qui exige de réviser la loi. Certains membres, cependant, de la communauté des gens du voyage souhaitent le maintien du carnet ou du livret de circulation. Tout à l'heure, Didier Quentin a longuement développé l'état actuel des travaux de la Commission. C'est tout le problème de reconnaître des spécificités sans discriminer. Cinquièmement, la représentation auprès des pouvoirs publics. Les pouvoirs publics peinent à dialoguer avec des interlocuteurs qualifiés représentant les gens du voyage. Les pasteurs évangélistes ont souvent réussi à se faire valoir dans ce rôle. Certes, ces relais comblent en quelque sorte un vide représentatif, mais dans notre République laïque, il ne faut pas réduire une communauté à un culte, ni s'abriter derrière la nécessaire liberté de culte que chacun doit respecter, pour ne pas respecter par ailleurs la loi en refusant, comme cela arrive trop souvent, j'ai pu le constater aussi chez moi, de stationner dans les lieux, en refusant de stationner dans les lieux prévus pour ces rassemblements. Sixièmement, la question de l'inscription sur les listes électorales. Là aussi, c'est une question très complexe qu'il va nous falloir
pour lesquels il va nous falloir trouver une solution qui concilie à la fois l'existence d'un vrai lien durable avec la commune, bien que les intéressés n'y vivent que par intermittence et n'y possèdent aucun ancrage immobilier, et la nécessité de favoriser l'intégration rapide dans notre société des gens du voyage comme des sans domicile fixe, intégration qui passe naturellement par la possibilité de choisir facilement un lieu où mener sa vie, y compris sa vie civique. En conclusion, Madame la Présidente, oui, il faut lutter contre toutes les discriminations, celles qui pénalisent injustement les gens du voyage, il va nous falloir revenir sur le terrain législatif rapidement, mais celles aussi qui pénalisent injustement les autres citoyens français. Je veux ici porter témoignage que bon nombre de nos concitoyens s'estiment victimes d'une discrimination lorsqu'ils constatent qu'ils sont sanctionnés, par exemple en matière d'urbanisme ou de sécurité routière, pour des fautes à la sanction desquelles échappent un certain nombre de gens du voyage. Oui, il nous faut travailler tout à la fois pour rendre la loi plus juste et faire respecter la loi par tous.